Du coup, notre belle ville d'Aix-en-Provence, même si elle a de multiples richesses, une de ses particularités, ça reste sa population, enfin sa structure de population. Là où à l'échelle nationale, les 15-29 ans, ils représentent environ 17,5% de la population nationale, à Aix, c'est 26,2%, ce qui est énorme. Du coup, on a parlé d'un projet européen qui était un projet vitalisant, un projet de jeunes, qui est fait par les jeunes et que les jeunes doivent continuer à construire. Comment on peut expliquer que les jeunes délaissent du coup ces élections européennes et comment on pourrait leur donner envie de s'y intéresser encore plus? Alors, je dirais qu'ils délaissent malheureusement presque toutes les élections, les jeunes. Et donc, on décide pour eux. Il faut qu'ils se rendent bien compte que dans un système démocratique, quand vous n'allez pas voter, quand vous vous abstenez, vous participez à de la décision majoritaire qui demain se fera. Vous êtes en dehors du coup. Alors, vous pouvez avoir de bonnes raisons, ou parfois pas de bonnes raisons, ça dépend pour le faire, mais si faire grève peut être utile, faire une grève civique conduit à ce que vous tirez vous-même une balle dans le pied. Vous ne participez pas finalement de la volonté majoritaire et de ce qui sera décidé. Et pourtant, quand on fait de la politique, c'est aussi en grande partie pour essayer de construire l'avenir. Dans un monde aussi incertain que celui d'aujourd'hui, c'est encore plus important pour la jeunesse que cette construction commune de l'avenir. Donc effectivement, ça doit les concerner. Mais il faut qu'on leur dise à quel point ça les concerne. Je le disais tout à l'heure à travers l'exemple de mes grands-parents et de ce qu'il y a aujourd'hui. Et moi, mon dernier, il a 13 ans. Je lui parle de la guerre en Ukraine. Je lui parle du conflit israélo-palestinien et des conséquences sur la société française. Je lui parle de tout cela. Je lui parle aussi positivement de l'Europe, mais je lui dis aussi dans quel monde nous sommes et de quelle manière il peut s'envisager en tant que citoyen de demain. C'est pas facile hein, pour beaucoup de gens. Quand vous avez aussi une jeunesse qui aujourd'hui dans notre pays est souvent appauvrie, qui a de graves difficultés économiques, à la fois la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi une grande partie de la jeunesse étudiante. Vous le savez, vous êtes bien passé pour le savoir. Oui. Donc une jeunesse en très très grande difficulté économique, sociale, qui rencontre un monde qui ne les accueille pas avec beaucoup d'efficacité ou de générosité. Ils ne peuvent pas se sentir tout à fait concernés par ce monde-là. Alors certains militent, ils ont raison, mais une majorité a plutôt une attitude de défiance et de repli. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet et un vrai problème. Et s'il y a une élection théoriquement qui devrait attirer les jeunes, vous avez raison, c'est l'élection européenne, mais c'est théorique. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'elle attirera encore moins que d'autres élections. Là, je reviens aussi à mon dada, en le disant un peu différemment, il n'y a pas de pédagogie sur l'Europe. Moi, je me souviens, il y a très longtemps pour vous, je ne sais pas si vous étiez né, en 2005, il y avait le référendum sur le traité portant constitution de l'Europe. J'étais né, ça peut vous rassurer. C'était aberrant, ce débat. Aberrant de manque d'informations, de méconnaissance. Et pourquoi ? Parce que pendant des années, ceux qui en étaient chargés, c'est-à-dire à la fois les élus, les gouvernants, peut-être aussi les responsables du monde économique, du monde culturel, ont insuffisamment expliqué l'Europe. Non pas pour en faire une propagande pro-européenne, pas du tout, mais expliquer l'Europe. Je me souviens qu'au moment de la Constitution européenne, on ne connaissait rien au traité constitutionnel. On pensait là aussi que cette Constitution allait nous prendre tous nos pouvoirs. Il n'y a pas eu un débat raisonnable et raisonné à ce moment-là. Une fois que j'ai dit ça, la majorité des Français l'ont rejeté. Et évidemment, c'était un vote, comment dire, tout à fait démocratique. Mais c'est je veux dire que l'Europe devrait être un sujet naturel et quotidien, comme les sujets nationaux ou locaux. Il ne l'est pas. Et je pense que l'un des grands défis de demain, ça va être de rapprocher l'Europe des citoyens,
véritablement. Et donc rapprocher l'Europe des citoyens, ça signifierait ou ça signifiera d'être capable de parler concrètement de l'Europe, de parler de l'Europe en termes qui peuvent être ouverts avec des débats, comme on a dans les débats nationaux. Ce n'est pas la même Europe si M. Guzman fait un très beau score que l'Europe de M. Bardella, ni même de Mme Hayet. Donc ces questions-là, elles sont essentielles pour définir après le contenu des politiques européennes. Donc il faut dire aux citoyens, notamment à la jeunesse, que s'ils veulent participer d'une certaine manière de ces contenus, il faut qu'ils aillent voter, il faut qu'ils expriment leur opinion et qu'ils expriment leurs préférences. C'est le but même d'une élection. Et l'Europe, c'est pas si éloigné que ça puisse pas se faire, puisqu'on élit au suffrage universel et à la proportionnelle nos élus européens. Donc en plus, ils peuvent faire un choix conscient. On ne leur demande pas de voter utile, de voter parce qu'après il y aura un deuxième tour. Non, là c'est concret. Il y a un seul tour. C'est à la proportionnelle. Ils peuvent choisir la liste qu'ils souhaitent. Peut-être que ce rejet des jeunes pour les élections européennes, si on va parler de rejet, peut-être de délaissement, c'est juste l'illustration globale du fait que les jeunes délaissent la politique en général, qu'elle soit nationale, locale ou européenne. Bien entendu. Ce qui est d'ailleurs un grand drame. Surtout qu'on voit qu'actuellement, si on peut voir du coup que les jeunes désinvestissent le champ politique, ils investissent en majorité le champ associatif. En tout cas, à Aix-en-Provence, moi en tant qu'étudiant et en tant que membre de plusieurs associations étudiantes, je suis toujours ravi et stupéfait de voir le nombre de jeunes qui prennent de leur temps libre sur des études, pourtant qui prennent du temps pour animer ce milieu associatif. Du coup, on pourrait poser la question, comment expliquer cette différence entre l'investissement dans le milieu associatif et politique? Parce que ça montre que peu importe le milieu dans lequel s'investissent les jeunes, ils ont envie d'être acteurs de leur territoire. Alors pourquoi ils délaissent la politique, surtout locale? Mais parce qu'ils ne font pas toujours le lien entre les deux. Quand je dis qu'ils ne le font pas, ce n'est pas leur faute. Oui. Ils ne voient pas que, par exemple, un engagement associatif, en fait, c'est profondément politique. Bien sûr. D'abord parce que tout est politique. Vous savez, c'est toujours des gens mal intentionnés qui vous disent que non, la politique, oh, tu parles encore de politique, tu fais de la politique. Et c'est vraiment le grand sport à la mode aujourd'hui. Tout est politique. Le monde est dans éminemment une politique, société. bien sûr. Tout est politique. Tout n'est pas forcément idéologique, c'est autre chose. Politique. Mais tout est au sens de la res publica, au sens de la communauté des citoyens, au sens de ce que nous partageons ensemble, ce que nous sommes ensemble. Tout est profondément politique. Donc un engagement associatif, c'est un engagement citoyen, qui en plus n'est pas souvent qu'individuel. Il est individuel et il est collectif. Il a une rencontre avec le collectif, avec les autres, pour faire société ensemble. Donc c'est fondamental que ce type d'engagement. C'est même comme ça que l'on construit le politique. Le politique ne devrait pas être vu seulement d'en haut, et c'est peut-être l'une des raisons de la désaffection. Il ne devrait pas être vu d'en haut. Le premier objet du politique, c'est la vie des gens, la vie quotidienne. En fait, chacun est expert de sa propre vie. Et nous sommes tous des hommes et des femmes politiques, en fait. Il n'y a pas des politiques dont ce serait le métier, ce qui est une erreur, ou des politiques comme moi qui seraient élus et qui feraient partie d'une catégorie particulière, et puis les citoyens. Cette séparation entre les gouvernants et les gouvernés, ce n'est pas un esprit démocratique. La démocratie, c'est au contraire quand les gouvernés participent par l'élection, notamment, et pas uniquement, du gouvernement. Et lorsqu'ils s'engagent au plus concret de leur vie, à l'échelon le plus local, lorsqu'ils s'engagent dans les sujets qu'ils pensent fondamentaux pour la société. À ce moment-là, ils font politique. Et c'est ce lien que l'on doit retrouver. Et pour ça, il faut qu'il y ait un système politique aussi qui lui-même, en quelque sorte, soit en adéquation avec cet engagement. Et aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, et je le comprends, il n'y a pas cette adéquation. Vous voyez, je vous parle. Et au moment où je vous parle, pas là maintenant, mais peut-être à d'autres moments, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ce que tu es en train de dire? Est-ce qu'ils ne vont pas penser que tu es déjà une sorte de professionnel de la politique qui emploie des mots qui ne seraient pas les leurs? Eh bien, c'est là la faiblesse de notre système politique aujourd'hui. Il n'a pas les mots qui correspondent profondément
à la manière dont les jeunes vivent leur vie, leur quotidienneté, leur réalité. Alors il ne s'agit pas d'être démagogique, attention. Il ne s'agit pas de penser qu'un influenceur ou qu'un rappeur peut dire mieux la politique que ceux qui nous gouvernent. Parce que là, c'est une autre forme de démagogie, je termine. Il ne s'agit pas de faire ça. Mais en revanche, par exemple, quand je suis en conseil métropolitain, puisque j'ai dit que j'étais élu métropolitain, ce qui me frappe, c'est qu'on est entre nous, quoi. Et je me demande ce que le citoyen peut comprendre et retenir, par exemple, de cet échelon métropolitain. Pas besoin d'aller en Europe, vous voyez, pas besoin d'aller jusqu'en Europe. C'est cela le vrai sujet. Moi, j'ai assez de liens avec la jeunesse pour le ressentir profondément et pour penser que, voilà, dans mon engagement, je peux être l'un des acteurs de ce lien retrouvé. Voilà. Du coup, comme vous l'avez très bien dit, le système politique, c'est la démocratie, c'est des choix à faire. Du coup, des listes. Du coup, on va en revenir au prochain questionnement. On voit qu'à ce jour, il y a 38 listes qui ont été déposées pour les élections européennes. Le plus grand nombre de listes jamais vues dans l'histoire des élections européennes, en France en tout cas. Beaucoup de personnes qu'on a rencontrées nous ont exprimé leur questionnement, même parfois leur peur face à ce très grand nombre de listes. Déjà, personnellement, qu'est-ce que vous pensez d'avoir un choix aussi large de listes pour les élections européennes ? Alors, si on est extérieur, je ne vais pas avoir de langue de bois sur ce sujet. Si on est extérieur, on peut trouver ça extraordinaire. C'est comme un repas, c'est comme au restaurant, on a plein de choix. Parfois, on peut se dire que, justement, toutes les sensibilités politiques, ce qui est vrai de l'extérieur, sont représentées. Vraiment, on a le choix du menu, mais même pas que du menu, des ingrédients à l'intérieur de chaque plat. Et de la boisson. Et vraiment, voilà, c'est la quintessence de la démocratie. Et je parlais tout à l'heure de proportionnel, c'est une des conséquences de la proportionnelle. Vous voyez que je suis ironique. Quand je dis que je suis ironique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne prétends pas que des gens n'auraient pas le droit de se présenter. Bien entendu. Mais lorsqu'on a trop de choix, on n'a plus de choix. C'est la confusion qui règne. Alors, qu'est-ce que, en fait, ça peut signifier, cela ? D'abord, ça signifie qu'on a un système politique français, alors, qui privilégie les votes majoritaires, qui exclut dans l'ensemble les minorités, qui exclut des sensibilités politiques plus minoritaires, plus modestes, mais qui ont leur place dans la société. Et ça, c'est une réflexion aussi très profonde à avoir. Comme on a très peu moyens d'expression, eh bien, ces sensibilités politiques attendent l'élection, pas que l'élection européenne, mais notamment l'élection européenne, pour exprimer leur identité. Sauf qu'en politique, on ne vient pas en politique simplement pour donner sa couleur. On ne vient pas en politique pour simplement exprimer ce que l'on est. Ce n'est pas vrai. On vient à politique pour avoir la confiance. Projet. On en revient à l'idée de projet. Le projet et la confiance des électeurs. Donc c'est un aller-retour. On ne dit pas simplement ce que l'on est, on dit ce que l'on va faire ensemble, en commun. Est-ce que toutes ces listes ont toutes quelque chose à dire ? Je laisse le citoyen se prononcer là-dessus. Mais encore une fois, le système est fermé, alors on fait une sorte de proportionnel intégral jusqu'à plus soif. Et en fait, ça, au lieu d'enrichir, ça finit par discréditer le débat politique, en tout cas à affaiblir son intelligibilité. Et on souffre aussi dans notre démocratie des positions minoritaires qui se veulent majoritaires. On souffre aussi beaucoup de cela. L'élection est le moment où on construit des projets communs et on construit des majorités. Vous êtes d'accord avec ce lien qu'ont pu faire beaucoup d'Aixois qu'on a pu interviewer entre, du coup, il y a trop de listes, pour grossir volontairement le trait, il y a trop de listes, donc je m'abstiens. Est-ce que pour vous, c'est un schéma de pensée qui se tient et qui paraît totalement vraisemblable, en fait ? Ben écoutez, en l'occurrence, je vous disais que ça rendait moins intelligible le sens de ces élections et les points de repère que l'on pouvait avoir à partir de ces élections. Oui, ça ne contribue pas à motiver les électeurs, et notamment les plus jeunes.
Voilà, ça ne peut pas contribuer à les motiver, cette diversité qui, de façade, paraît heureuse et qui, selon moi, est le symptôme d'une maladie importante de notre système politique, trop bloqué, trop verrouillé. Bon, voilà. Donc, je pense qu'à partir de là, je disais tout à l'heure, c'est une proportionnelle. Donc, une proportionnelle, chacun vote pour qui il veut. Il n'y a pas d'idée de vote utile, etc. Mais que tout de même, les électeurs sont assez matures pour se rendre compte de en quoi et comment leur vote va peser. On ne vient pas simplement au supermarché prendre une canette de bière qui semble convenir. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure de mon engagement. Je vous disais, Raphaël Glucksmann peut participer d'une majorité de gauche au Parlement européen pour avoir des politiques qui, selon moi, seront un peu plus sociales, un peu plus écologistes, un peu plus démocratiques que celles que nous avons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce que dit, à ce que pense, ou au projet global de M. Glucksmann. Je fais un choix, et ce choix, je pourrais me faire plaisir et voter simplement comme cela en disant je suis allé voter, je me suis fait plaisir, excusez-moi l'expression, je les emmerde tous et j'ai fait un vote que j'estimais finalement qu'allait régaler ma journée, vous voyez, me rendre le sourire tout le long de ma journée. Mais c'est pas ça, le vote démocratique. Vous savez, c'est un privilège, le vote. Beaucoup de gens se sont battus pour qu'on puisse voter. Bien sûr. On dit, oui, c'est un droit, oui, c'est le droit du citoyen dans un régime démocratique, c'est un devoir. J'aime pas ce mot de devoir, c'est un privilège. Longtemps réservé à quelques-uns. Ce privilège est devenu maintenant le privilège de tous. Ne faisons pas n'importe quoi de ce privilège. Si c'est un privilège, allons voter le plus possible. Sinon, comme je disais tout à l'heure, on n'est plus acteur. Et deuxièmement, si c'est un privilège, soyons matures dans nos choix et dans ce que nous faisons. Donc c'est un exemple. Moi, je suis de gauche. Je voudrais que l'Europe soit plus sociale, plus en accord avec les grands enjeux de l'écologie de demain, plus démocratique, plus protectrice, notamment au niveau social, mais en d'autres domaines de la société. Eh bien, j'estime qu'une majorité peut se dégager au Parlement européen et que la liste que conduit Raphaël Glucksmann a la possibilité de faire cette majorité. Alors, je fais ce choix-là. Mais du coup, justement, ça veut dire que, de par ce qu'on dit, puis avec l'entretien qui avance, on voit que l'échéance, le jour J du scrutin européen arrive bientôt. J'imagine que vous avez suivi de manière assidue les différents débats qui ont pu être animés entre les différentes têtes de liste. Est-ce que vous pensez qu'au fond, malgré la multiplicité de ces débats, on parle assez d'Europe ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez tiré comme conclusion de ces débats. Il y avait parfois, oui, des débats sur l'Europe, mais souvent, ce n'était pas des débats sur l'Europe. Donc je ne suis pas sûr qu'à l'issue de ces débats, il y ait eu beaucoup plus d'intelligibilité pour les lecteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces débats, mais je vais être honnête, je suis pourtant un averti de la politique. J'en retiens pas grand-chose. Je n'en retiens pas grand-chose. Je n'en retiens pas grand-chose au sens où à l'issue de ces débats, je suis vraiment frustré. Il y a des pétitions de principe, il y a des positionnements qu'on connaît presque à l'avance, si on connaît un peu la politique, ou qui sont répétitifs et toujours les mêmes pour les citoyens. Et donc, au bout d'un moment, on vient supporter celle ou celui que l'on préfère, mais c'est tout, sans écouter les autres. Et on sait d'avance, en quelque sorte, ce que chacun va dire. Moi, c'est souvent ce que je retire de ces débats, notamment à l'échelon européen. Vous avez dû suivre, j'imagine, bon nombre d'élections européennes avant celle-ci. Vous pensez que ce manque de fond à propos du sujet européen, c'est propre à cette élection européenne, ou alors c'est une constante depuis les différents scrutins ? Comme je vous ai dit, c'est quand même une constante depuis longtemps que les élections européennes soient utilisées à d'autres fins que le débat sur l'Europe. C'est une constante, mais ça ne s'améliore pas, ça s'aggrave. Une constante, mais pas une fatalité. Voilà, c'est pas une fatalité, mais je vous dis, ça s'aggrave. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Ça s'aggrave. Dans quel sens C'est-à-dire que les élections sont de moins en moins des élections qui permettent aux citoyens de se faire une idée claire des enjeux européens. Donc j'ai l'impression que ça s'aggrave. Pour conclure, du coup, cet entretien, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez voulu aborder, une phrase que vous
vous vouliez dire aux personnes qui nous regardent ou une conclusion qui serait libre de votre part? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que malgré le monde que l'on nous fait, ce monde, il peut être réformé, il peut être amendé, peut-être demain, il peut être changé. Les conditions de nos vies familiales, professionnelles, individuelles, collectives ne sont pas fatales. Elles sont toujours le fruit de choix politiques, économiques, sociaux, extrêmement profonds, qui s'inscrivent dans la longueur du temps. Et donc, si je pense, et si d'autres pensent comme moi, qu'il n'y a pas de fatalité à ce monde, alors le moment du vote, le moment du débat démocratique, le moment de l'élection, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas simplement le moment de faire la grève. Ce n'est pas simplement le moment d'exprimer son mécontentement, même si on peut le comprendre, son désespoir, sa rage parfois. C'est un moment commun où on peut à nouveau avoir espoir. Et quand je dis ça, je sais combien les politiques ont déçu. Combien les promesses non tenues expliquent en bonne partie la défiance d'aujourd'hui. Mais justement, prenons au sérieux ces élections. Prenons-les au sérieux en tant que citoyens. Parce que s'il y a beaucoup de citoyens qui vont voter, s'il y a beaucoup de citoyens qui participent au débat, alors les listes et les responsables politiques seront beaucoup plus obligés par des votes aussi structurants, aussi importants. Et ça pèsera sur les choix de demain ou d'après-demain, et ça rendra ce monde moins fatal. Vous savez, moi je suis un homme de gauche. Un homme de gauche, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, qui veut au moins le rendre un peu moins insupportable que ce qu'il est. Car moi, je trouve le monde insupportable. Je trouve que ce qui se passe à Gaza, c'est insupportable. Je trouve que ce qui se passe en Ukraine, c'est insupportable. Mais je trouve aussi que le trafic de drogue à Marseille, c'est insupportable. Je trouve aussi que le manque de logements sociaux à Aix-en-Provence, c'est insupportable. Je trouve que la condition étudiante dans notre pays est insupportable. Et qu'il y ait 9, 10 millions de pauvres dans un pays aussi riche que la France, je trouve ça insupportable. Mais il n'y a pas de fatalité à ce monde-là. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une société qui se construit en grande partie sur des choix. Donc faisons-les ensemble, ces choix, de manière les plus matures possible. Moi, je crois que les gens sont matures. C'est très souvent parce qu'on ne les considère pas comme matures que du coup la défiance s'installe et que du coup, finalement, même ceux qui appellent au suffrage universel se contentent souvent d'un suffrage entre quelques-uns. Je termine sur un point sur l'Europe. Ouais. L'autre jour, sur cette chaîne lunaire qui s'appelle CNews, sur CNews, il y avait un commentateur qui a pignon sur rue sur cette chaîne et ailleurs, qui expliquait que l'Union européenne, c'était l'URSS d'hier. Je vous laisse juger de tels jugements et des conséquences que ça peut avoir sur notre société. Je pense que tous ceux qui ont entendu ça pourront se faire leur avis. On finit avec une touche d'optimisme du coup. À cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, le 9 juin, il faut se déplacer et aller voter parce que c'est l'heure du choix. Marc Penat, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous remercie. Je remercie la régie et tous les spectateurs qui ont regardé cet entretien. On se retrouve vite pour un nouvel épisode pour parler de l'Europe, parce que l'Europe, c'est vous.